Donc, en 2019, j'avais préparé un diaporama qui a été présenté lors d'une réunion qui avait eu lieu dans le bureau de Jacques Lamblin, que je remercie parce que au départ, quand on avait commencé à travailler sur la Favorite, il n'était pas favorable à ce que ce bâtiment redevienne propriété de la ville. Il avait été vendu par Michel Claus et il disait « Moi, je n'ai pas d'argent à mettre dans le bâtiment et je ne vois pas comment on pourrait financer sa restauration. » Et j'avais réussi à le convaincre, notamment avec Mission Beaufranc, le colloque Beaufranc qu'on avait organisé, et un argument qui avait fait vraiment, qui avait touché sa cible, c'est de dire « Mais je ne voudrais pas que tu sois le maire d'une ville qui a accepté qu'un bâtiment classé monument historique soit réduit en cendres ou réduit en poussière sur son territoire. » Il a dit « Ah oui, là ça a touché » et il a compris qu'il fallait faire quelque chose. Et on avait organisé cette réunion en 2019 où on avait autour de la table la DRAC, Catherine était là, il y avait le représentant de l'État, on était tous ensemble, il y avait Gaël Perrodin aussi qui était architecte des bâtiments de France à Nancy à l'époque. Donc on s'était mis tous d'accord et je vais vous représenter ce qu'on avait, ce sur quoi nous avions réfléchi lors de cette réunion. Donc j'ai commencé par ce que le site Mérimée racontait sur le petit château, donc sa désignation, son histoire. Donc sa localisation Meurthe-et-Moselle, 3 avenue Voltaire. C'était sur l'ancienne région Lorraine, 6 cours de Verdun maintenant, et la référence cadastrale 1992 AD 16 et 2011 AD 403. L'historique construit au XVIIIe siècle, entre les années 1730 et 1735, sur les plans de Germain Beaufranc. Donc, beaucoup racontaient que c'était Charles-Alexandre qui avait construit, enfin qui avait dessiné les plans du château, et que Beaufranc est venu corriger une petite erreur sur l'escalier. Ça fait partie des légendes urbaines. On pense que c'est plutôt Beaufranc qui l'a dessiné complètement. Ce château est important parce que lorsque Léopold décide la construction de son château et voit ses enfants décéder les uns derrière les autres à cause de la variole, c'est François, son fils aîné, de celui qui reste, qui devient l'héritier du château. Et le fils cadet, Charles-Alexandre, se dit « Mais moi, j'ai rien ». Donc, en contrebas du parc des Bosquets, il souhaite avoir sa propre résidence. Et ensuite, il a été à Vienne plaider la cause de son frère pour qu'il puisse se marier avec Marie-Thérèse. Et à ce moment-là, comme il a plaidé la cause de son frère, il n'a pas pu revenir en Lorraine, ce qui fait que ce château, il ne l'a quasiment pas habité. Mais en tout cas, c'est lui qui l'a fait construire, il en était propriétaire. Ensuite, ce château est resté dans la famille d'Autriche. Et c'est Léopold II qui a dû recéder le château au 19e. Bon, ce château a été classé partiellement à la fin du XXe siècle et ensuite définitivement, enfin, dans sa totalité, en 2011. Donc en fait, c'est au moment où on crée l'association, qu'André Paul Miller fait poser l'échafaudage, que le bâtiment est classé. Là, c'est une coïncidence. Je ne pense pas que c'est la création de notre association qui soit à l'origine du classement, mais en tout cas, ça n'a pas été à l'encontre. Donc, le bâtiment est classé et André-Paul Miller a utilisé un argument qui est faux, si vous en souvenez, enfin, si ceux qui sont intéressés à l'affaire s'en souviennent. Il disait « Je ne fais pas de travaux parce que la DRAC m'oblige à démolir les parties qui ont été rajoutées au 19e ». C'est archi faux, ça n'a jamais été le cas. La DRAC ne lui a jamais intimé l'ordre de détruire ces parties 19e. La preuve, en 2011, la DRAC classe l'ensemble du bâtiment, partie 19e comprise. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est obligé de garder ces parties 19e. L'ensemble est classé, pas seulement la partie 18e. Et le parc également est classé. On dirait le parc, vu ce qu'il en reste, si vous le connaissez, il n'y a pas grand-chose, mais en tout cas, le parc est inconstructible. C'est ça qui est intéressant. Bon, toujours les données de Mérimée.
J'ai déjà parlé d'historique. Alors, c'était en 1984 que il y a eu une inscription partielle, et c'est en 2011 qu'il est classé en totalité. Et en 2015, on arrive à une date importante, la DRAC se lance dans des travaux d'office, parce que le bâtiment était très abîmé, le toit était percé, l'eau coulait sur le monogramme qui est dans l'entrée du château, celle qui donne sur la salle Hahnemann, pardon, la favorite, le réservoir. Donc, les poutres se sont effondrées, donc le bâtiment était dans un très mauvais état. Donc la DRAC procède à des travaux d'office en 2015 pour un montant de 150 000 euros. 150 000 euros qui sont en partie remboursables par le propriétaire. Donc la DRAC est habilitée à demander les 50% de ces 150 000 au propriétaire, puisqu'il garde la charge de ces 50%. Et c'est le point d'entrée de notre action. Donc, je vais... On voit le plan. Donc, la favorite, et c'est ce bâtiment qui est ici, et le parc est quand même intéressant. Alors, 2 ou 3 points de législation. Le chemin que l'on emprunte pour venir se garer sur le parking de la salle du réservoir est en partie sur le terrain d'André-Paul Miller. Voilà, donc c'est aussi un des points qu'il soulève en expliquant « je ne peux rien faire parce qu'une partie du terrain est utilisée ». Ça ne change rien à l'affaire et ça ne l'empêchait pas de faire des travaux. Donc en 2015, il aurait dû rembourser 50% de ces 150 000, ce qui fait 75 000 euros. Alors, des travaux d'études et de restauration avaient déjà été engagés il y a longtemps. Donc, il y a des projets de restauration. Donc, c'est un cabinet d'architectes de Nancy qui avait travaillé sur le sujet. Donc, les plans existent du bâtiment au mètré qui ont été refaits. Alors, on appelle souvent la salle ovale. Non, c'est une salle ronde. Celle qui est en dessous qui donne sur le jardin. Donc, l'entrée par le réservoir est ici. Hein. Et la salle ronde, elle, donne sur le parc. Et là, il y a... Pardon? Ah, on ne voit pas la souris. Bon. Alors, je vais me lever. Donc, l'entrée qui donne sur le réservoir est ici. Là, c'est la salle ronde. Et ici, il y a les terrasses qui donnent sur le parc. Et les parties qui ont été rajoutées au 18e sont celles-ci. Au 19e sont celles-ci. Donc, on n'a pas à les détruire. Donc, le travail a été fait, l'estimation des travaux a été faite, mais cette estimation n'a aucune valeur, parce que les travaux, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les matériaux ont augmenté récemment. Et cette estimation des devis, ça date d'il y a une vingtaine d'années. De toute manière, on est à haute, mais en tout cas, le travail de réflexion et de quantification a déjà été fait. Voilà, et voilà ce que pourrait donner la favorite une fois refaite. Plutôt sympa. Voilà, avec les travaux. Voilà l'état de la favorite en 2011. Bon. Pas terrible déjà. Et c'est à partir de... Là, on voit quelques... Alors, ici, c'est un énorme trou qui donne. Et il y a d'autres trous dans la toiture qui sont ici, ici et de l'autre côté. Et une poutre qui est au-dessus de la salle ronde, elle s'est effondrée. Donc, on pouvait visiter... on pouvait rentrer dans le bâtiment à l'époque, bien que certaines ouvertures aient été bloquées, mais on pouvait rentrer comme on voulait. Donc, certaines parties des décors, les cheminées des stucs ont été détruits ou volés. Le parquet de la salle ronde a été en partie incendié. Là, vraiment dans un sale état. Voilà une autre vue du château. Et voilà des photographies qui ont été prises par Gilbert Fischer et qu'il a publiées sur sa page Facebook. Et voilà en 2013, quand le chapiteau est
posé par André-Paul Miller est posé. Et c'est ce chapiteau-là, cet échafaudage-là, qui n'a jamais payé. En juillet 2015, bon là, on ne voit plus le chapiteau, mais il est toujours là, avec une autre photo, on le voit ici, en fond de la photo. Voilà l'état dans lequel il était. Donc, une partie des plastiques se sont envolés, ce parapluie a fini par se déliter. Et là, on est en phase de destruction, de démontage de l'échafaudage. Donc, ça, c'est le panneau posé. Oui, on ne voit pas bien. C'est le panneau posé par la DRAC pour les travaux d'office. Et lors d'une réunion de quartier, j'ai retrouvé ça dans l'Est républicain, et l'article avait été rédigé par Xavier Collin. Donc, lors d'une réunion du quartier, un homme se lève, le réservoir, sa rénovation est bien. Pourquoi la ville ne rachète pas la verrue à côté, château de la Favorite? La ville ne peut pas acheter toutes les verrues, ce bâtiment est suivi par la DRAC, répond Catherine Paillard. Une femme poursuit le sujet, elle subit de nombreux inconvénients, mur qui s'écroule, par manque d'entretien du site. Frédéric Bréjard, adjoint à la sécurité, intervient alors. On pourra agir avec la police municipale auprès du propriétaire pour que le désherbage soit fait le minimum. Donc, les ennuis avec ce bâtiment ne datent pas d'hier, c'était en 2018. Voilà. Et voilà l'article du journal en 2018, 26 novembre. Le géo trouve tout escroc devrait être jugé. Il l'est en première instance, en appel, donc la chose est jugée. Et on avait constitué un plan de travail pour faire en sorte que le bâtiment revienne dans le giron municipal ou communautaire. Donc les moyens à mettre en œuvre avec le propriétaire actuel, et on avait établi l'ensemble des opérations. Et ensuite, la Covid est arrivée, tout s'est arrêté. Mais enfin là, on sort du bois et on va pouvoir relancer les opérations. D'autant plus que les planètes semblent alignées aujourd'hui. Madame la sous-préfète, ancienne architecte des bâtiments de France, m'a dit qu'une de ses premières préoccupations en arrivant à Lunéville, c'était de s'interroger sur le devenir de la Favorite. Et qu'elle suit le dossier avec une grande attention. C'est plutôt sympa. C'est la première fois qu'un des sous-préfets me dit que ce bâtiment l'intéresse. Jacques Lamblin s'était mis aussi, lui, à s'intéresser au devenir du bâtiment, donc c'est un point positif. La Fondation du patrimoine, en la personne de Denis Chamin, me dit « on fera tout ce qu'on peut pour t'aider, mais il y a une chose à faire en priorité, c'est faire en sorte que le bâtiment ne soit plus la propriété de quelqu'un qui a été jugé pour escroquerie. » Donc, c'est faire en sorte que le bâtiment, d'abord, revienne dans une collectivité pour qu'on puisse le défendre. Et là, à ce moment-là, les fonds pourront être débloqués en faveur du bâtiment. On peut lancer les opérations. Hein, voilà. Et il manque encore un truc, oui, la DRAC. La DRAC qui, à l'époque, était soucieuse du bâtiment puisqu'elle avait entamé les travaux, mais n'avait pas forcément envie d'aller plus loin. Bon, la DRAC est habilitée à demander le remboursement des sommes qu'elle a versées, 75 000 €. En l'état, le bâtiment, je pense qu'il ne vaut pas plus de 60 000 €, vu les travaux qu'il y a à faire dedans. Alors certes, il y a un beau terrain, mais le terrain, il est classé, on ne peut pas en faire grand-chose. Donc ce n'est pas un terrain à construire, il ne sera jamais constructible. Donc il ne vaut pas grand-chose. Et il y a au moins, pour le remettre dans un état à peu près correct, entre 2 et 2,5 millions de travaux. Et on ne va pas très très loin. Ça, c'est en réestimant les travaux qui ont été faits à l'époque, qui ne tiennent pas compte des dégradations qui ont été faites depuis. Donc c'est un gros chantier, mais qui n'est pas insurmontable.